Ok, bonsoir. Alors merci d'être là pour cette conférence. Je remercie beaucoup Myriam pour l'organisation, toute l'infrastructure, la logistique, et puis Kevin aussi, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui nous enregistre cette soirée. Alors le but, c'est pas seulement de comprendre le froid, mais c'est aussi de faire connaissance les uns des autres. Alors j'ai vu que la plupart des gens qui me posaient la question, ils voulaient vraiment savoir la biologie précise de tout ce qui est la thermogenèse. Donc on va aller en profondeur dans tout ce qui est la biologie moléculaire, de la mitochondrie, donc de ces organelles qui sont vraiment très importantes pour la création de la chaleur. Et ce qui est très important vraiment de connaître, c'est la structure moléculaire de la thermogénine. Donc c'est une protéine découplante. Ça veut dire que dans le cycle du métabolisme, en fait, pour griller du sucre, pour consommer du sucre, pour oxyder le sucre ou des graisses, eh bien, on peut fabriquer ça dans notre graisse brune. Non, je vous fais un gag. Ça ne va pas être ça du tout, la conférence. Sinon, je sais que je vais vous perdre. Donc oui, il y a des marqueurs moléculaires, il y a des fonctions biologiques de tout ce qui est la thermogénèse, de tout ce qui nous fait du bien dans le froid. Mais ça, on va passer, si vous êtes d'accord, comme chat sur braise. C'est juste pour vous dire que ça existe. Il y a un rationnel derrière tout ça. D'aller dans le froid, ça va modifier notre métabolisme, ça va modifier notre système immunitaire. Mais si vous êtes d'accord, au moins les gens qui sont ici, on va parler de comment le froid nous améliore globalement. Alors ça, c'est une question un peu plus compliquée. Vous êtes d'accord? On y va? Ok. Bon. Alors, est-ce que quelqu'un sait déjà où ça se situe, les mécanismes du chaud, du froid dans le cerveau? J'ai amené un petit modèle ici. Alors, on va mettre un fond blanc ou autre chose. Voilà. Ce qu'on voit toujours ici. Est-ce que vous voulez jouer à ça? Quelqu'un veut s'aventurer? Je sors du champ. Je montre ça aux personnes ici. Toi, tu dois savoir, puisqu'on en a parlé un peu. Non? Personne ne veut montrer? Hein? Est-ce que ça se trouve dans des structures extracérébrales? Moi, je dirais ici. Oh, parfait. Alors, c'est très bien visé. On voit ici. Alors, Jean-Pierre, c'est ça? Oui. Alors, Jean-Pierre a montré une structure ici, bien au centre, ce qui n'est pas faux du tout, c'est même assez juste. Donc, c'est toute la région de l'hypothalamus, de l'hypophyse, c'est les régions qui gèrent effectivement l'homéothermie, donc la capacité de garder sa température. Alors, il y aura un lien avec le froid quand même dans ma conférence, mais l'idée c'était de comprendre un petit peu toutes les structures. J'ai l'ambition que vous sortiez d'ici en comprenant le plus possible du cerveau et que vous allez voir que le froid va avoir une incidence, mais c'est peut-être pas ça ce qui est le plus important dans ce qui nous mène à une amélioration globale de notre santé. Alors on va partir par les parties les plus primitives du cerveau, si vous êtes d'accord. Je vais vous montrer ici une petite image. Je cherche l'arbre, excusez-moi. Voilà. Voilà. Alors il y a quelques principes biologiques quand même qu'on va devoir un petit peu citer, que malheureusement je ne connais pas le nom, j'ignore exactement comment ça s'appelle, mais c'est quelque chose qui va vous être quand même assez instinctif. C'est-à-dire que le cerveau, vous allez comprendre, il se développe dans une certaine logique et dans un certain ordre. Il n'est pas directement à maturité quand on arrive sur cette planète, quand on devient des êtres humains. Et l'image que j'aime beaucoup, c'est celle d'un arbre, parce qu'à peu près tout le monde sait comment ça se passe pour qu'on arrive à un stade d'arbre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la salle qui a planté un noyau d'abricot dans le sol ou une graine d'avocat dans un pot et puis qui voit comment ça se passe? D'accord? On met la graine dans le sol, on arrose, et puis le lendemain, pouf, on a un arbre voilà, qui porte des fruits, qui a une ramure magnifique. Est-ce que ça se passe comme ça? Non. Alors les gens, ils hochent la tête, et avec raison. Donc, c'est un principe d'évolution, c'est un principe de croissance, c'est un principe de développement progressif. Et le cerveau, c'est exactement la même chose. Ça se développe progressivement. Alors, il y a tout un processus qui se passe dans l'utérus, à l'état de fœtus, et on pourrait étudier ça, mais pour que ce soit plus concret pour vous, moi je vous propose de partir du moment de la naissance, parce que c'est là où on peut vraiment observer les choses
Et pour la plupart des gens, ils ont quand même une idée de ce qui se passe. Alors je vais faire appel à vos instincts, à vos connaissances propres, à votre expérience de vie. Et je vais vous demander, est-ce qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui ont déjà vu un accouchement ou éventuellement leur propre bébé le jour de leur naissance dans la salle? Oui, quand même. Hein? Donc, quelle est la première fonction qui vient à s'allumer dans un cerveau humain à la minute de la naissance? Voilà. Alors, tout le monde montre assez avec signe d'emphase, n'est-ce pas? C'est une grande respiration. Le début de la vie, c'est une respiration. Et donc, la question va être, à un moment donné, de pourquoi on respire, à quoi ça sert, et vous allez voir dans quel but je vous parle de ça. Est-ce que quelqu'un se souvient dans la salle d'accouchement du moment où les sages-femmes prennent le bébé, le mettent devant elles, comme ça, sur une petite table, le bébé est sorti, le cordon est coupé, et puis, pour s'assurer que le bébé va bien respirer, elles lui font le mimétisme respiratoire. Est-ce que quelqu'un se rappelle d'avoir jamais vu ça? Vous n'avez pas vu dans les salles d'accouchement? Donc la sage-femme se met devant le bébé, comme ça, il est face à elle, elle dit « Bébé, regarde-moi, tu vas faire des grandes inspirations comme ça. Inspire, expire. Inspire, expire. Voilà, très bien, bébé. Alors maintenant, on va faire le réflexe de succion. Tu vas faire comme ça et tu vas téter avec les lèvres. D'accord? Est-ce que vous vous rappelez qu'elles font ça? Et puis après, elles prennent le bébé et puis elles peuvent, si le bébé commence à téter, alors elles peuvent le mettre sur le sein de la maman. Est-ce que quelqu'un se souvient de cette scène ou a jamais vu ça? Non? Eh bien non, parce que ça n'existe pas. C'est très important que vous compreniez ça. C'est que le mimétisme respiratoire, ça ne s'enseigne pas, ça ne s'apprend pas. Et vous allez comprendre les différences de certains comportements innés et acquis. Et vous allez voir quelle importance ça revêt pour la température, pour les relations, pour les émotions et pour la santé. C'est là un peu qu'on va. Alors, la respiration, ça commence par une structure qui est vraiment tout en bas dans le cerveau. Elle est ici, donc ce serait l'équivalent du tronc d'arbre, là. Donc, effectivement, ça commence par la base. Et il y a tout un mécanisme, des neurones qui vont faire justement, qui est cet automatisme d'inspiration. Donc, il faut tirer sur des muscles, faire que l'air rentre dans les poumons, que il y a un échange gazeux au niveau des alvéoles, et puis que ce soit redistribué dans tout le corps pour que tout le corps puisse bénéficier de cet oxygène. Donc, c'est le noyau de Pré-Bötzinger, il y a tout un tas d'autres structures. Si quelqu'un veut les apprendre par cœur, il peut. Voilà, il y a des structures de la respiration qui sont principalement, si vous observez sur l'image ici, plutôt dans le fond du cerveau. Ici, sur ce modèle en plastique, eh bien, ça correspondrait aux couleurs un peu beige. Ici, je ne sais pas si en line, on le voit bien. Voilà. Et donc, la première fonction, je vais vous en parler parce qu'elle est quand même importante, parce que vous allez comprendre que l'enchaînement, ce sera toujours le même. Il y a quelque chose qui va se répéter dans le cerveau, que c'est bien que vous compreniez. Donc, il y a une phrase qui va revenir, et si elle s'imprime dans vos têtes, vous allez comprendre pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Ça va revenir, cette phrase. Donc, c'est pour ça que je vais m'atteler sur un détail qui semble un détail, qui semble un peu distant du problème, et vous allez comprendre pourquoi je le dis. Alors, chaque innovation qui entre dans un cerveau humain, c'est une plus-value, c'est un avantage évolutif, toujours au détriment de quelque chose, ou toujours au prix d'une nouvelle vulnérabilité. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi on respire? C'est une drôle de question. Il y a des êtres vivants qui n'ont pas besoin d'oxygène. En Valais, on est spécialisé, il y a des levures pour faire du vin, pour faire la bière. Est-ce qu'ils ont besoin d'oxygène? Non, pas du tout. Donc il y a des tas d'êtres, des unicellulaires, il y a même des nématodes, des sortes de petits vers, pas très évolués, mais qui peuvent vivre absolument sans oxygène. Alors j'ai oublié un petit élément que
que je n'ai pas pris ici, mais je vais vous figurer comme ça, comme si c'était le cas. Donc, la respiration, ça va donner une plus-value évolutive. C'est-à-dire qu'avec une molécule de glucose, eh bien, le corps, sans oxygène, un métabolisme anaérobe, va pouvoir donner 2 ATP, c'est-à-dire 2 petites batteries cellulaires. Une molécule de glucose, 2 ATP. Donc ça recharge un peu les batteries au sein de la cellule. Donc chez les anaérobes, sans oxygène. Tandis que chez les aérobes, donc nous, et puis les êtres pluricellulaires, les poissons, les oiseaux, tous les mammifères, on est des aérobes. Donc avec une molécule de glucose, ça rentre dans des cycles métaboliques et on obtient cette fois-ci 36 molécules d'ATP. Donc vous voyez la différence, une pour 2 ou une pour 36. Donc si vous faites le calcul, ça fait 18 fois plus efficace. Donc c'est beaucoup, beaucoup mieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut tenir une journée avec seulement 2 plats par jour? Vous arrivez à imaginer ça? Ça vous semble assez faisable. Eh bien, si on était des anaérobes, eh bien, on devrait en manger 18 fois plus, c'est-à-dire 36 assiettes par jour, pour faire la même chose. Vous voyez comment ça compliquerait la vie? Donc, vous allez avoir des estomacs beaucoup plus gros, enfin, il y aurait tout qui serait totalement différent. Donc, l'oxygène, le fait d'être aérobe, c'est vraiment une très, très, très grosse plus-value biologique. Au détriment de, alors c'est ça qui est important de comprendre, c'est au détriment de notre absolue dépendance à l'oxygène. Donc on ne peut pas se passer d'oxygène. Un bébé qui naît et qui n'a pas d'oxygène, qu'est-ce qu'il va devenir? Il meurt. Voilà, c'est vite vu. Nous, les humains, on nous met 10 minutes dans l'eau ou suffisamment longtemps dans l'eau, on meurt. Voilà, c'est fini. Donc, ici, dans ce tronc cérébral, dans cette structure que je vous ai décrite, qui est le fin fond du cerveau, il y a non seulement le mécanisme hyper robuste des mécanismes de la musculature respiratoire, inspire, expire, mais il y a tous les mécanismes de protection et d'adaptation. Il faut inventer un système qui corresponde et qui débouche la trachée en cas d'obstruction. Donc s'il y a une miette de pain ou un bout de pomme qui tombe dans la gorge, il faut l'expulser. Donc il y a un réflexe de tout. Donc ça ne s'apprend pas. Un bébé, ça tousse. Est-ce que vous avez appris à vos enfants ou ceux qui ont des enfants de leur entourage, maintenant si tu as un truc dans la gorge, mon petit, tu tousses? Non, vous voyez, ça se fait tout seul. Et ça va être important parce que vous allez comprendre qu'il y a des choses qu'il faut connaître de ce fin fond du cerveau. Tousser, on n'enseigne pas. Éternuer, il n'y a pas besoin d'enseigner. Mais tout ça, ça protège les voies aériennes contre la mort, tout simplement. Donc la respiration, voilà, rappelez-vous bien, ça donne un avantage évolutif. C'est mieux avec oxygène que sans, au prix de notre vulnérabilité, de notre dépendance à l'oxygène. Et puis il y a aussi, voilà, oui, un petit détail encore, il y a la vitesse à laquelle on respire. Donc tous ceux qui se sont baignés dans l'eau froide, ils savent que quand on est dans l'eau froide, il y a une consommation métabolique supérieure. Donc qu'est-ce qui va se passer? On a un réflexe d'hyperpnée. On va tendance à vouloir respirer plus vite parce qu'effectivement, derrière le froid, il y a cette nécessité de brûler des calories, brûler des graisses brunes. Donc c'est un petit peu quand même le schéma que je vous ai montré au tout début. Ceux qui ont des graisses brunes, eh bien, simplement en respirant très fort, on va les brûler et ça va faire une thermogenèse. Voilà. Alors en parlant de thermogenèse, la deuxième fonction qui s'allume dans un cerveau humain, eh bien, c'est ça, c'est devoir se réchauffer. Alors si on a la chance de naître en Amazonie ou dans un pays tropical, le bébé il sort et puis voilà, il est à l'aise avec la température. Mais si on est en Sibérie, si on est en Norvège, si on est dans n'importe quel pays froid, même ici en Suisse, eh bien tout d'un coup, le bébé qui était dans le ventre de la maman bien au chaud, eh bien, vous imaginez bien que tout d'un coup il fait froid. Et donc le son chaud, l'homéothermie, donc d'être à 36,6, c'est un avantage évolutif. C'est-à-dire que c'est mieux que d'être un animal à sang froid, parce qu'en hiver, on peut continuer à bouger, on peut continuer à évoluer, on peut continuer à mener notre vie. Donc les animaux à sang froid, voilà, ils sont tout congelés, comme les grenouilles, les crapauds, les serpents. Ils sont terrés dans leur terrier, et voilà, ils ne peuvent pas faire grand-chose.
Donc le son chaud, ça nous permet d'être un peu tout terrain, tout le temps, toute l'année, indépendamment de la saison. Donc pour ça, il faut inventer un mécanisme d'homéothermie. Donc il faut des mécanismes de thermogenèse. Et donc le bébé, c'est ce qu'il a dans sa réserve. Vous voyez, la nature, c'est très bien conçu. Il a des graisses brunes qui sont le long du thorax, devant, derrière, un peu dans les joues. Je crois que ça s'appelle la graisse de Bichat, mais ça, il faudra vérifier, je ne me souviens plus très bien. Et donc, ça permet de garder cette température au moins quelques minutes, le temps que le bébé soit emmailloté, le temps que le bébé soit mis contre le ventre de sa maman, le torse de sa maman, pour qu'il ait de nouveau chaud. Donc oui, ça se passe, comme Jean-Pierre l'a dit, ici, au niveau de l'hypothalamus, mais pas que. Il y a tout un circuit de neurones qui vont converger vers le thalamus, vers toutes sortes de zones, tout ce qui est les zones vers lesquelles convergent les récepteurs de la température au niveau cutané. Ils vont converger vers le cerveau dans certaines structures de la sensibilité pour nous informer de la température de l'environnement dans lequel on se trouve. Donc c'est la deuxième fonction, avant même de manger. Et la troisième, c'est manger, téter. Donc téter, de nouveau, ça nous confère un avantage, etc. Donc vous avez compris que le principe, c'est qu'on va se développer comme ça, vers le haut. Vous qui êtes tout près, ça va. Est-ce que je peux me rapprocher peut-être? À peu près. Voilà. Donc les fonctions vont à peu près monter. Ce n'est pas tout aussi simple, aussi linéaire que ça, mais pour la compréhension globale, ça suffit. Après, il y a tout un système de locomotion, de coordination qui va se mettre en place. Donc, de nouveau, ceux qui ont vu des bébés, un bébé à la sortie du ventre de sa maman, ça ne marche pas, ça ne court pas, ça ne range pas sa chambre. Donc, ça vient petit à petit. Au bout de quelques mois, le bébé peut se mettre à marcher. Au bout de quelques mois, le bébé va coordonner ses yeux, ses mains pour saisir les objets, et puis les attirer à lui, et puis finalement se nourrir petit à petit tout seul. Voilà. Donc, vous l'avez compris, toute la partie de cerveau-là, elle sert à faire tout ce qui nous surchargerait de réfléchir à faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de réfléchir pour respirer pendant qu'on dort, on n'a pas besoin de réfléchir à la température corporelle qu'on a. Toi, tu n'as pas besoin de dire, voilà, maintenant il faut que je fasse 36, maintenant il faut que je descende à 35, ou il faut que je monte à 38, parce que j'ai des virus. Ça se fait de manière automatique. C'est des réflexes. Dans ces réflexes, il y a quelque chose qui va être capital, crucial pour tous ceux qui veulent vivre le mieux possible, le plus longtemps possible. Et c'est là que le docteur y parle. Est-ce que vous vous souvenez une seule fois d'avoir dit à vos cheveux de pousser? Non. Est-ce que vous avez dit à vous les femmes de faire votre cycle menstruel régulièrement? Ah oui, il faut que j'ai mes périodes. Non. Vous voyez, ça se fait tout seul. Est-ce que vous avez dit, quand vous avez une fracture, il faut que la fracture, l'os cassé, se répare? Non. Vous voyez, donc c'est des choses qui font partie de toutes ces fonctions de base du cerveau. On ne doit pas réfléchir à sa glycémie, on ne doit pas réfléchir à être fatigué ou pas fatigué. Quand on est fatigué, ça signifie, on a compris, on doit dormir. Quand on a soif, on doit boire. Quand on a faim, on doit manger. Il y a tout un système d'automatisme qui permet justement de réguler tout ça, de donner des signaux. Donc il y a des capteurs pour un petit peu tout. Voilà. Alors ça, vous avez compris, c'est un système automatique du cerveau qui nous arrange bien, c'est la vie. Et puis il y a des espèces animales qui n'ont que ça. Vous voyez que ça fonctionne tellement bien que pour refaire ces neurones, ça peut tenir très longtemps. Un neurone de requin ou de tortue, ça doit aussi être entretenu. Et il y a des espèces animales comme les tortues, les requins qui peuvent vivre plus que la centaine d'années. Si vous allez vérifier sur Internet, j'ai regardé il n'y a pas longtemps, mais je ne sais pas si c'est vrai, eh bien, il y a un requin qui aurait-il le record de longévité, il vit 392 ans. Voilà, alors je ne sais pas comment ils lui ont compté les années, mais bon, voilà, ça me semble plausible. Et donc, il y a ces dents qui continuent à pousser, il continue à manger des poissons, je ne sais pas ce qu'il mange dans sa vie courante, mais en tout cas, il a encore de la cognition, il a encore suffisamment de réflexes qui font qu'il continue à vivre comme il faut. Est-ce que vous allez commencer à vous rendre compte, c'est qu'il y a des gens qui ont ce genre de choses-là, et qui sont un peu comme ça, et qui vont vivre effectivement longtemps, alors que d'autres, des gens gentils, qui ont des fonctions un peu plus supérieures à ce système-là,
qui vont au contraire vivre moins longtemps. Et ça, on dit, mais il y a un paradoxe là-dedans, c'est pas possible. Alors, je vais vous expliquer ce paradoxe. Parce que, je ne vous ai pas encore dit, dans cette partie profonde du cerveau, qu'on appelle, pour faciliter, les structures reptiliennes, les structures archaïques du cerveau, il y a aussi des fonctions comportementales. Alors, je vais vous faire des petites imitations, ce n'est pas très bien fait, je ne suis pas un très bon acteur, mais c'est juste pour que vous vous rendiez compte à quel point certaines choses sont automatiques à l'intérieur de nous. Est-ce que vous arrivez à vous souvenir? Ou est-ce que quelqu'un a jamais vu une maman ou un papa qui dit à son petit enfant de 2 ans, 3 ans comme ça, « Alors, petit, regarde bien, je vais te montrer. Si on te contrarie, si on te fait quelque chose que tu ne veux pas, eh ben tu te fâches, tu fais comme ça. Et tu cries, je ne suis pas d'accord. » Hein? Est-ce que vous avez vu ça une seule fois? Vous n'avez jamais vu ça. On n'enseigne pas la colère. De taper, de mordre, de s'énerver. Ça fait partie des structures les plus archaïques, les plus anciennes de notre cerveau. La colère, c'est un automatisme, c'est un réflexe. Donc c'est un réflexe qui sert à, quelqu'un veut dire? Survivre. C'est un réflexe de défense, exactement. Alors si on prend des animaux qui sont dotés du réflexe d'agressivité et d'attaque, et si vous prenez des animaux qui ne l'ont pas, hein, vous vous souvenez peut-être quand vous étiez des enfants, en tout cas moi j'ai fait ça, bon, j'espère que vous me pardonnerez, je pense que je ne suis pas le seul, mais je l'ai fait. Si un enfant commence à attaquer une limace ou un escargot, qui n'a pas le pouvoir de se défendre et d'attaquer, qui ne mord pas, qui ne pique pas, ou bien vous pouvez attaquer une guêpe qui pique, hein, et même qui peut piquer plusieurs fois, l'enfant il va attaquer qui? Hein? On va attaquer les limaces. Hein? Donc vous voyez combien les guêpes sont avantagées parce qu'elles peuvent piquer, elles peuvent se défendre. Alors si vous extrapolez ça chez l'humain, hein, vous voyez une crèche avec 2 petits enfants, 2 petits garçons, là, ils ont chacun une tartine à la pâte à tartiner à la noisette, comme ça, puis un troisième qui arrive. Et puis ils voient les 2 enfants qui ont les tartines, et puis moi aussi je veux une tartine, hein, je vais leur prendre. Et parmi les 2 enfants qui ont la tartine, un des 2, il est très très gentil, et puis l'autre, il tape, il crie et il mord. On va aller vers lequel? Hein, on va prendre la tartine à qui? On va prendre la tartine au gentil. Vous avez compris? Donc, la colère, la capacité d'autodéfense, ça donne un avantage évolutif. Celui qui sait se défendre, il a plus de chances de conserver sa tartine que celui qui n'est pas capable. Celui qui sait piquer, celui qui sait mordre, il saura mieux défendre sa tanière, il saura mieux défendre son territoire. Donc ça donne un avantage évolutif de savoir se battre par rapport à ceux qui n'ont pas cette capacité-là. Alors, il y a une fonction que je n'ai pas encore dite, mais je vais vous la rajouter, c'est celle de ce fameux équilibre. Ni trop, ni trop peu. Parce que celui qui ne sait pas se battre, il se fera piquer sa tartine, il n'aura pas de tartine. Et celui qui mord trop, qui tape trop, qu'est-ce qui va se passer chez nous les humains? Hein? Eh bien, il ne va pas se faire beaucoup aimer. Hein? Il n'aura pas la capacité de s'intégrer socialement. Ou alors il sera craint, mais pas forcément aimé. Alors ça peut venir un chef d'État, un dictateur, quelqu'un qui peut taper, torturer, mais il sera craint et peut-être parfois par certains admiré, mais aimé, on ne peut pas vraiment dire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je vois plutôt des gens qui disent oui. Ok, alors dans une société humaine, vous voyez, ceux qui tapent trop, qui crient trop, qui s'énervent trop, on sent bien, ce n'est pas la meilleure chose comme cohabitation. On a plutôt envie d'avoir des gens gentils à côté de soi, comme patron, comme collaborateur, comme époux, comme épouse. Alors il faut savoir justement que cette colère, elle vient du fin fond de nous. Elle fait partie du lot, donc de toutes ces structures ici du fond du cerveau. Et donc on ne choisit pas. Donc ça c'est important de vous souvenir. Tout ce que je n'ai pas dit ici, tout ce que je n'aurais pas dit durant cette conférence, si vous voulez savoir d'où ça vient dans le cerveau, si c'est automatique, si ça n'a pas besoin d'être enseigné, c'est que ça vient du fin fond d'entre nous. Hein? C'est simple. Donc, vous voyez bien qu'il y a ce comportement de la colère. Alors il y a un autre comportement, on va faire un ou deux, si vous êtes d'accord.
c'est le comportement de préhension. Alors, la préhension, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais la prédation, c'est le fait de prendre. Hein? Donc, est-ce que vous avez jamais enseigné un enfant à prendre un jouet? C'est à moi! Non, c'est mon jouet! Non, 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 je ne prête pas! À moi! Donne-le-moi! Voilà, vous n'avez jamais dû enseigner aucun enfant à faire ça. Est-ce que quelqu'un se souvient d'avoir dû enseigner ça? Un enfant à posséder ces choses? Non. Ok, alors à nouveau, c'est un réflexe comportemental. Et vous dites, mais de nouveau, à quoi ça sert? Eh bien, je vous donne de nouveau un petit exemple si vous êtes d'accord. Prenez deux écureuils, un qui a un gros réflexe de préhension, un gros réflexe de possession, il va aller ramasser beaucoup de noisettes. Et puis un autre, lui, il va plutôt jouer, s'amuser, puis il va ramasser le minimum. Et le jour où il y a un hiver très froid, très rigoureux et très long, lequel des deux a le plus de chances de survivre? Voilà, vous avez la réponse. C'est celui qui a le plus gros réflexe de préhension. Alors c'est bien, mais si on repart de nouveau sur cette question de trop ou trop peu, alors celui qui n'en prend pas assez, ben vraiment, voilà, il va mourir avec les hivers glaciaux. Mais celui qui prend trop, et en particulier chez les humains, si vous appelez Elon Musk ou Donald Trump ou Poutine et vous avez envie de prendre encore et encore du territoire, ou encore des dollars, ou encore je ne sais pas quoi, eh bien, vous sentez bien que ça pose un problème. Hein? On s'enrichit, mais finalement, c'est quand même au détriment des autres. Hein? Je ne sais plus combien il y a de gens qui souffrent quand il y a un milliardaire. Un milliardaire dépossède des millions de gens. Donc, c'est des milliers de familles, des millions de familles qui ont de la difficulté à finir la fin du mois ou qui ont un travail peu satisfaisant, d'esclaves. Voilà. Donc, ça crée le capitalisme. Je ne dis pas que le communisme c'est mieux, mais le capitalisme, donc la capacité de posséder, d'engranger des capacités illimitées d'argent, et bien forcément, ça dépossède d'autres. Et ça pose un problème à l'étage suivant. Vous allez voir que de supporter l'injustice, vous allez comprendre pourquoi on a la peine à supporter l'injustice. Pourquoi il y en a qui sont milliardaires et pourquoi il y en a qui n'ont même pas de quoi manger. Voilà, alors dans les réflexes de base, on a dit qu'il y a donc la colère, la possessivité, il y a aussi l'autorité, c'est le même réflexe. Il n'y a personne qui se souvient d'avoir dit « c'est moi qui commande, vas-y, dis, c'est moi qui commande, oui, oui, je suis ta maman, ton papa, je vais faire tout ce que tu veux, tout ce que tu dis. » Non, vous voyez, vous connaissez les enfants rois, c'est ça, c'est un réflexe. L'enfant veut commander par défaut, c'est normal. Et encore quelque chose de comportemental qui se trouve là-dedans, qui a son importance dans la vie courante. Ici, on est 4 hommes, 5 femmes, et il y a une question effectivement qui est liée à ça. Est-ce que vous imaginez, ou est-ce que vous avez vécu cette scène, ou est-ce que vous avez vu un papa ou une maman qui dit à son petit garçon de 4 ans ou 5 ans, voilà, alors quand tu vois une fille toute nue, comme ça, qui a l'air très jolie, eh bien tu dresses ton zizi, comme ça, tout dur, vas-y, oui, vas-y. Vous avez compris, ça n'existe pas, c'est un réflexe. Donc il y a effectivement des mécanismes de détection. Quand la vision d'une fille ou du sexe opposé est attirante, ça va créer le réflexe de la sexualité. Donc si on ne l'a pas, eh bien, effectivement, notre espèce qui se reproduit par la sexualité, elle n'existerait plus. Donc il faut ce réflexe. Par contre, ça pose un problème dans l'autre sens. Et en Valais, malheureusement, c'était secoué dans les 2-3 dernières années. Il y a des grands scandales qui ont éclos dans les journaux. Voilà, d'excès de zizi tout dur. Donc des gens qui ne savent pas très bien qu'il ne faut pas le faire avec des enfants, ou qu'il ne faut pas le faire avec des gens avec qui ne sont pas d'accord de le faire, ou voilà, en dehors d'un mariage, ou en dehors d'un accord, en dehors d'un consentement et d'adultes. Voilà, donc ça peut poser énormément de problèmes, cette question de la sexualité non maîtrisée. Voilà, alors je crois que vous avez compris ces étages du bas du cerveau, c'est des réflexes, c'est des comportements instinctifs. Alors nous, on a cet avantage, c'est qu'on est constitué de diverses couches. Et je vais les simplifier par les 3 couches qu'on appelle le cerveau triunique. Voilà, c'est un peu une simplification à nouveau.
mais c'est pour ne pas devoir passer 3 semaines de conférence. L'étage supérieur, au-dessus, c'est l'étage qu'on appelle l'étage limbique. Donc c'est ces structures ici sur ce cerveau en plastique, elles sont jaunes, là, à peu près, à ce niveau-là, et bleu ciel. Donc elles sont en ajout, c'est un supplément sur le cerveau, et qui vont conférer de nouveau un avantage évolutif, toujours au prix d'une vulnérabilité. Vous voyez, cette phrase que je vous ai dit, elle va se répéter. La colère, c'est un avantage au détriment d'une socialisation. La sexualité, c'est un avantage au détriment de comportements immoraux ou anormaux. Donc l'étage au-dessus, c'est un étage dont sont dotés les oiseaux et les mammifères. Donc si vous prenez des espèces qui sortent par exemple d'un œuf, comme justement en reprenant l'exemple de la tortue, le bébé tortue sort d'un œuf, et le bébé poule ou poussin sort d'un œuf aussi. Et si je vous pose la question, lequel des deux a le plus de chances de survie? Eh bien, vous allez comprendre pourquoi. Parce que vous avez la réponse, vous imaginez tous, c'est quand même les poussins qui ont plus de chances de survie que les bébés tortues. Vous avez tous en tête cette vidéo où on voit les bébés tortues, ceux qui ne l'ont pas vu, allez regarder. Ils sortent de la plage, parce qu'en fait, la maman, elle a déposé ses œufs sur le sable et elle part. Donc au moment où les bébés sortent, il n'y a personne qui est là pour les protéger. Et donc leur instinct, c'est de se diriger le plus vite possible vers la mer, donc vers l'océan, où ils trouveront un certain refuge. Mais sur le chemin, vous avez vu cette image qui est un peu brise-cœur, où il y a des albatros ou je ne sais pas quel oiseau de proie qui viennent et qui picorent ces dizaines et dizaines de petites tortues. On dit, mais il n'y en a aucune qui va survivre. Tandis que le poussin, il va sortir d'un œuf, c'est aussi un œuf, mais à sa naissance, il a une poule, sa maman, qui va être là, qui l'a couvé et qui va le protéger. Vous avez peut-être en tête, et si jamais vous n'avez pas vu ça, je n'ai pas la vidéo ici, mais il y a cette fameuse vidéo, vous voyez, une poule qui protège ses poussins même contre 2 serpents. C'est assez impressionnant, c'est quand même des oiseaux, des animaux assez méchants, les serpents. Et la poule, elle fait tout ce qu'elle peut, elle attaque 2 serpents en même temps pour défendre ses poussins. Donc vous comprenez que le fait de vouloir protéger sa progéniture, aider sa progéniture, même la nourrir, les mamans oiseaux qui nourrissent leurs enfants, les mamans chats qui allaitent. Excusez-moi. C'est bon? Ok. Bon, alors je suis désolé, il y a eu une petite interruption parce que j'ai aussi mes contingences. J'ai 6 enfants et puis ils ramènent des virus. Là, c'était la plus petite. Donc voilà, on va essayer de reprendre du mieux possible. Alors je disais que cette partie du cerveau, la partie qu'on appelle limbique d'un point de vue technique, c'est la partie qui gère les émotions. Et ça va créer aussi certaines formes de réflexes. Mais vous allez voir que ce n'est pas des réflexes qui s'expriment de la même manière et surtout qui se développent de la même manière. C'est-à-dire, vous vous souvenez que pour la respiration, il faut vraiment en fait rien faire. Ça se fait tout seul. Pour que les gens aient envie d'aider, de protéger, il y a tout de même certaines conditions qu'il va falloir poser. C'est-à-dire que ce cerveau-là, c'est celui qui est responsable de la gentillesse, de l'amitié. C'est celui qui est responsable de la douceur par rapport à la violence. Tout à l'heure, vous voyez, il y a un cerveau qui s'occupe de déclencher la colère. Et puis un petit enfant, vous avez certainement l'expérience, ceux qui sont des parents ici, de dire, il ne faut pas se fâcher pour ça. Est-ce que ça suffit de le dire une fois à un enfant? Il ne faut pas se fâcher. On peut le dire ou on peut faire des choses plus doucement. Est-ce que ça suffit de dire une fois? Non. Donc en général, pour qu'une fonction de type limbique soit imprégnée dans le cerveau et devienne un réflexe, il faut la dire au moins des dizaines, voire des centaines ou des milliers de fois. La douceur plutôt que la colère. La générosité plutôt que l'égoïsme. Vous voyez, la prédation, ce que je vous disais tout à l'heure, la possessivité, c'est une fonction réflexe reptilienne. Donc vous comprenez que les gens qui ont cette tendance à vouloir toujours prendre, toujours plus, posséder davantage,
c'est probablement des gens, c'est très vraisemblablement des gens qui, dans leur enfance, n'ont pas eu cette éducation que certainement la plupart des gens que vous êtes ici, vous avez eu. On vous a appris à donner, on vous a appris à partager. Vos mamans, elles vous ont dit, je suis sûr, vos mamans ou votre papa ou les personnes qui vous ont accueilli vous ont dit, soyez des gens gentils. Qui n'a pas eu cette éducation? Ici, tout le monde. Ceux qui cherchent ces choses, quand on est en train de chercher de s'améliorer dans la santé, on a eu ce type d'éducation. C'est une éducation, on nous a dit non, ne te fâche pas, non, ne t'énerve pas. Et à force, comme pour monter sur un vélo, comme pour skier, comme pour beaucoup de fonctions qu'on doit apprendre, ça finit par rentrer. Et effectivement, ça se stocke à peu près là. Ce n'est pas aussi simple, c'est beaucoup plus compliqué, mais on va dire que c'est dans l'étage limbique. Alors c'est ça qui fait que nous, les humains, on est capable de faire société. C'est-à-dire qu'on va créer des dynamiques au sein d'un village, au sein d'une famille, au sein d'un couple. Au principe, ça doit fonctionner grâce à l'amour. Ça doit fonctionner grâce au respect. Ça doit fonctionner grâce à l'amitié. Hein, si je vous dis, même dans une entreprise, voilà, un patron dit à son employé, tu vas me faire les 50 dossiers là pour la semaine prochaine. Hein, il faut les faire. Alors, on peut le dire de plusieurs façons. Fais les dossiers pour la semaine prochaine. Est-ce que s'il te plaît, tu pourrais me faire les dossiers pour la semaine prochaine? Mais espèce d'imbécile, fais-moi ces dossiers pour la semaine prochaine. Je ne comprends pas que tu les aies déjà faits. Vous entendez que ça ne va pas produire le même type de réaction. Et si on vous dit, imbécile, fais ces dossiers, ou imbécile, va nettoyer les toilettes, ou imbécile, mets la table, un enfant, par exemple, on apprend à mettre la table, vous pensez bien que ça ne va pas produire l'effet escompté. Hein? Donc nous, on est prêts à faire des choses, mais à condition qu'il y ait cette mutualité, cette réciprocité, cette gentillesse, ce respect. Hein? Donc un robot, on peut lui dire, imbécile, va nettoyer. Vous pouvez prendre votre robot, ceux qui ont l'aspirateur à la maison, ceux qui nettoient le sol, là, t'as oublié des miettes, imbécile. Il ne va pas vous dire, mais non, on va te faire foutre. Il n'y a pas d'émotion. Nous, les humains, on est très sensibles à l'irrespect. On est très sensibles au fait qu'on nous manque de respect. Donc c'est tellement sensible que vous allez comprendre, c'est ça qui met, excusez-moi, le désordre, pour ne pas dire autre chose, c'est ça qui désorganise tout notre fonctionnement automatique. Parce qu'il y a des choses positives qu'on attend de notre cerveau reptilien. On attend de lui qu'il nous fasse respirer tous les jours. On attend de lui qu'il nous fasse pousser les cheveux, qu'il nous répare nos os. On attend de lui qu'on digère comme il faut. On attend de lui qu'on dorme bien. Eh bien, je vous ai dit que ce cerveau-là, il confère un avantage évolutif, c'est celui d'être des gens gentils. C'est celui d'être des gens généreux. C'est celui de bien nous entendre les uns avec les autres. Le prix à payer, ou la vulnérabilité, c'est qu'il déteste tout ce qui est antisocial. Il déteste l'irrespect, il déteste le conflit, il déteste l'injustice, il déteste l'inégalité. Tout ça, il déteste. Et donc, au même titre qu'on a des détecteurs ici d'oxygène, qui nous disent on n'a plus assez d'oxygène, il faut respirer plus vite, ou il faut sortir de l'eau, ou il faut ci, ou il faut ça. Donc, il faut un détecteur. Et bien ici, on a des milliers de types de détecteurs. Il y a des détecteurs, par exemple, de fidélité. Hein? Je ne sais pas qui a ici une femme, une épouse, ou voilà, un partenaire, une partenaire. Si cette personne vous dit, ben voilà, je suis allé coucher avec tous tes amis, vous n'allez pas le prendre de la manière suivante. Vous n'allez pas dire, ah ben c'est bien, je suis content, tu t'épanouis, j'espère qu'ils ont eu du plaisir avec toi ou qu'elles ont eu du plaisir avec toi. Non, on va se sentir trahi, on va se sentir délaissé, alors que cette personne, elle ne nous a pas tapé, elle ne nous a pas insulté, elle ne nous a pas piqué avec un objet tranchant ou pointu, mais le fait qu'on nous trahisse, ça nous fait vachement mal. Hein? Donc nous, on est sensible à ça. On est sensible au deuil. Hein? Une maman tortue, elle voit ses bébés tortues mourir, elle ne va probablement pas sentir grand-chose. Alors que nous, si on perd un enfant, c'est une tragédie. Si on perd un parent, bon, on sait que ça peut arriver, mais quand même, il y a une souffrance. Donc ce cerveau-là, il souffre. Il peut souffrir énormément et très longtemps. Et donc tous ceux qui sont dans l'eau froide, la plupart, ils peuvent raconter qu'ils ont des anecdotes de leur vie.
J'en ai eu beaucoup à ma consultation qui sont venus et qui m'ont dit, mais moi, vraiment, on m'a beaucoup maltraité, on m'a beaucoup humilié, on m'a beaucoup rejeté, on m'a fait vraiment plein de choses. Et moi, le froid, ça m'aide. Alors, vous allez comprendre le pourquoi ça m'aide. Alors, finissons encore avec cette interaction entre le limbique et le reptilien. En fait, c'est pas net, la frontière, c'est beaucoup plus compliqué, mais il y a une communication. C'est-à-dire que quand ici, on ne se sent pas respecté, quand on ne se sent pas aimé, eh bien, on va allumer des systèmes d'alerte, comme quand on est trompé, comme quand on n'est pas... Voilà, on nous juge ou bien on dit quelque chose de mal de nous, ça va nous mettre en mode survie. Et le cerveau reptilien, il dit, ok, il se passe quelque chose. Bon, alors je fais quoi? La pression. Lui, il est responsable de régler la pression dans le corps. Et si par exemple, on nous fait un sale coup, la pression, hop, elle va monter. À cause de cette interaction. Lui, il va en quelque sorte commander ou donner des instructions à lui, puis lui va dire, si on me dit de monter la pression parce que quelqu'un nous a fait un sale coup, et moi je fais ça. Et donc vous avez tellement de gens qui ont l'hypertension artérielle à cause de ça, ou une mauvaise régulation de la glycémie. Donc le diabète, vous allez voir qu'il y a plein de gens qui ne fument pas, ne boivent pas, ils ne sont pas alcooliques, ils n'ont pas des facteurs de risque comme ça environnementaux ou biologiques, mais rien qu'à cause du fait qu'ils ont été exposés à des facteurs affectifs sévères, des carences, des psychotraumatismes, on peut développer un diabète. C'est juste fou. Ok, donc il y a des interactions extrêmement riches, extrêmement intenses entre toutes les parties du cerveau en réalité. Alors maintenant, si on souffre à cause de ce cerveau, si on voit, je sais pas, un téléjournal, il y a la guerre, ou il y a certainement beaucoup de gens parmi vous qui n'aiment pas trop regarder les téléjournaux, parce qu'on voit des morts, on voit des blessés, on voit des horreurs, ça nous touche. Donc ce cerveau-là, il est touché par la souffrance d'autrui, et quand on est touché, ça nous fait des choses. Il y en a même qui déclenchent la colère. Quand on est un peu écolo, on déteste quand il y a un navire qui répand du pétrole, ou qu'il y a des gens... qui répandent des pesticides partout de la nature, ça nous fait monter les tours, comme on dit. Alors il faudrait, pour notre santé, ne pas avoir cette sensibilité, ne pas sentir ces injustices, ne pas sentir cette problématique que les autres font du mal ou que les autres sont irrespectueux. Est-ce que vous avez vu le dernier produit qui était sorti par l'agroscope à Châteauneuf, où ils prennent des arbres, ils ont trouvé une molécule qu'on peut sprayer sur des arbres. Méthyle. C'est l'arbre de tout à l'heure, ici. Voilà, on spraye sur les feuilles et sur les racines des arbres, des abricotiers, quand ils deviennent trop fragiles ou un peu trop vieux, et on leur fait une involution arboricole. On les spraye, ils redeviennent plus petits, comme ça. Et puis, si on en met un peu trop, il peut redevenir jusqu'à des noyaux. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce produit? Non, parce qu'il n'existe pas. D'accord? Il n'existe pas de produit naturel, il n'existe pas d'évolution naturelle d'un arbre qui lui donne une propension à régresser. Il n'existe pas chez nous de propension naturelle à régresser. Il existe des circonstances, il existe des accidents, il existe des maladies qui peuvent nous faire régresser. Mais le programme légitime, le programme biologique d'un cerveau, c'est celui de s'épanouir, celui de grandir. Voilà. Alors je ne sais pas le nom, je ne connais pas ça. Si quelqu'un peut me dire exactement le phénomène, pourquoi l'univers s'expand, pourquoi... voilà, je n'ai pas de réponse à ça. C'est quelque chose que j'observe, comme la plupart des gens ici probablement l'expérimentent. Les choses ont plutôt tendance à s'épanouir plutôt que de partir de l'autre sens. Donc, on ne peut pas faire repartir le cerveau limbique, on ne peut pas le refaire disparaître. C'est-à-dire que c'est difficile pour vous de dire maintenant, je ne peux plus dire bonjour, de toute façon, mes voisins, c'est des connards, je m'en fous des autres, les autres, c'est tous des nuls, rien à foutre. Une fois que vous êtes gentil, une fois que vous êtes respectueux, on ne peut pas vous faire oublier les choses. Si je vous dis, par exemple, essayez d'oublier ce que c'est que cet objet, pour demain, vous essayez d'oublier le nom de ça. Est-ce que vous êtes capable de volontairement oublier le nom d'un objet? Qui est capable de ça? Non. Donc on ne peut pas faire de l'obliviscence active de la cognition. On ne peut pas faire de l'obliviscence. Obliviscence, ça signifie
un processus de désapprentissage. Il y a des circonstances dans lesquelles on peut le faire, mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. On ne peut pas dire, voilà, ne sachez pas la couleur ici, hein, oubliez cette couleur, ne sachez plus me dire les différentes couleurs, ou la couleur de cette chaise, ou la couleur de cette chaise. Hein. Ne sachez plus aller à vélo. Pour demain, vous oubliez tous de savoir à vélo, mais vous oubliez tous de savoir nager, vous savez tous, vous oubliez le nom de la gouille dans laquelle vous allez vous baigner d'habitude. Voilà. Donc on oublie les choses par d'autres mécanismes, mais pas par l'obliviescence active, celui du désapprentissage volontaire des émotions. Parce qu'effectivement, il existe des gens dans le développement, ils s'arrêtaient là, et vous en connaissez, c'est des gens effectivement qui, eux, ils n'en ont rien à foutre des autres. Hein, excusez-moi du terme, mais vraiment, ils n'ont pas d'empathie. Tirer des missiles ou des obus sur un hôpital pour d'enfants cancéreux en Ukraine, ça ne leur fait rien. Voilà, allez-y, bombardez. Vous voyez, donc il faut vraiment comprendre la couche de ce cerveau. Et si vous analysez le cerveau de Poutine, c'est probablement été un enfant qui était très maltraité, avec une mère à moitié alcoolique, fille-mère à moitié abandonnée, le gamin placé, jamais eu d'amour, toujours harcelé. Donc vous imaginez bien qu'un cerveau comme ça, comme je vous l'ai dit, il a pu se développer jusque-là, mais cette partie-là, il n'a pas eu les conditions qui lui ont permis d'arriver à l'empathie. Alors là, c'est un exemple un peu extrême, hein, si je prends un chef d'État, mais tout le monde connaît ce genre de personne au travail. Le chef, un peu dictateur, ou bien ça peut être le mari dans un couple. C'est plus souvent les hommes, parce qu'il y a aussi un côté culturel. C'est-à-dire qu'en Valais, dans les années 50, la plupart des couples, j'entends quand même les femmes disaient oui, ben moi je devais juste la fermer, puis c'est mon mari qui obéissait, je faisais tout ce qu'il voulait. Voilà, c'est tout. Donc, étant donné que ce cerveau-là, il subit, il se sacrifie, il souffre, et puis qu'il empêche ce cerveau-là de bien fonctionner, et donc de bien vieillir, donc d'avoir une bonne santé, et bien le seul choix qui nous reste, c'est celui d'évoluer. Donc l'évolution, elle est intéressante, parce qu'elle se compose en fait de cette partie qui s'appelle le néocortex, donc c'est en guillemets la troisième phase du cerveau triunique. Et la propriété de ce cerveau-là, c'est celui de savoir réguler, de savoir tempérer. En gros, la sagesse. D'un point de vue neurophysiologique, c'est l'inhibition. C'est des neurones qui ont tendance à inhiber, ils ont des neurotransmetteurs inhibiteurs comme le GABA, la glycine, la galanine, les endorphines. C'est toutes des choses qui vont calmer. Donc ça va calmer les pulsions. Par exemple, voilà, le gars, je vous disais, voilà, il voit la jolie fille, il veut y aller, mais lui, il lui dit, mais non, ça ne se fait pas. Elle ne veut pas. Ou peut-être que tu veux, mais il faut demander. Il faut d'abord explorer. Est-ce qu'elle est libre? Comment ça se passe? Donc il y a tout un phénomène voilà, qui va dire non, ce n'est pas tes pulsions qui doivent te mener. Ou bien pour la nourriture, ben voilà, vous voyez un joli gâteau, magnifique, et puis le reptile, là, il va dire « Ah, mais il est tellement bon ce gâteau !» Et on va se précipiter dessus, et on va le dévorer. Et lui, il va dire « Mais non, tu prends une part, tu la manges, et tu laisses le reste pour les autres. Hein » Lui, il aura plutôt tendance à dire « Mais non, le gâteau, c'est pour les autres. » Et je suis sûr que parmi vous, vous avez eu ce réflexe-là, de vous sacrifier pour autrui, de donner tellement de votre temps, donner au-delà de vos énergies, de donner au-delà de ce que vous êtes, et ça vous a même rendu malade. Qui n'a pas eu ça? Hein? Vous avez tous eu ça, je suis sûr. Même moi, ça m'est arrivé. Donc, je suis allé au bout de mes forces, jusqu'à ce que j'ai compris qu'à un moment donné, non. Ce cerveau-là, il va vous dire non. Tu peux donner, tu peux être généreux, tu peux être gentil, mais là, c'est trop. Alors donc, il va inhiber le reptile, et il va aussi tempérer les élans généreux du limbique. Il va dire oui, c'est bien d'être généreux, mais tu ne peux pas sauver la planète. Tu ne peux pas sauver tous les oiseaux. Tu ne peux pas sauver les gens des guerres. Tu ne peux pas arrêter les guerres. Tu ne peux pas arrêter les obus. Tu ne peux pas arrêter les pervers narcissiques. Tu ne peux pas arrêter la terre comme elle va. Donc à un moment donné, voilà, il dit ben, tu fais ce que tu peux. Sois gentil, va te baigner dans l'eau froide si ça te fait du bien. Et pourquoi ce processus d'aller se baigner dans l'eau froide est si important? Hein, parce qu'on est là pour ça, le froid qui nous fait du bien. Alors le froid, comme je vous ai dit au tout début, il va effectivement passer par un canal
cutanés, des récepteurs cutanés qui vont être ressentis, qui vont monter dans le tronc cérébral et qui vont directement faire des relais dans les toutes premières structures les plus primitives. Il n'y a pas besoin d'être un animal très évolué pour sentir le froid ou pour sentir une différence de température. Que ce soit le chaud ou le froid, on a des capteurs. Un ver de terre a ça, une limace elle a ça. Elle sait qu'il faut qu'elle parte de l'endroit où elle risque d'être brûlée ou au contraire de congeler. Donc, le reptile ici, les structures qui sont responsables de la capture, de l'homéothermie, pardon, de la capture des sensations de la température, de la perception de la température, de l'homéothermie, ils vont dire « Ah, on est plongé dans le froid, c'est horrible, ça fait mal, sortons de là !» Dès que lui, il va dire « Ben oui, c'est vrai, il fait froid, ça fait un mal de chien, c'est pas possible comme sensation, mais calme-toi, parce que après, tu verras, il y aura un bénéfice. » Parce que lui, il a des visions très court-termistes. Il veut des grosses bagnoles, il veut des tas de noisettes, il veut des grosses piscines, il veut des villas, il veut beaucoup, beaucoup d'argent. Mais ils ne se rendent pas compte qu'à long terme, ben voilà, combien de gens aiment Musk? Ben, certainement beaucoup, mais combien de gens détestent Musk? Ben, peut-être encore plus. Vous voyez, avec tout ce qu'il est en train de faire. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont admirateurs de Elon Musk maintenant, mais je n'en vois pas beaucoup ici. Voilà, donc c'est un reptile ici qui a eu cette tendance à vouloir beaucoup prendre de noisettes, des dollars, tout ça. Je ne fais pas de politique, mais pour dire, voilà, il y a une compréhension de la psychologie basique des gens. Et lui, en se développant, il va permettre d'inhiber ces fameuses pulsions. Il va inhiber les pulsions de douleur, il va inhiber ces sensations désagréables quand on perd quelqu'un, donc toutes ces sensations de deuil, toutes ces sensations d'injustice, voilà, il va réussir à calmer le tout. Et donc, je reprends cette phrase que je vous ai déjà dite à plusieurs reprises, si on a rajouté de ça dans le cerveau, c'est que ça vous confère un avantage évolutif. Une espèce dotée d'un néocortex capable de tempérer les émotions, de tempérer les pulsions, ça va donner des gens plus responsables, ça va donner des gens encore plus sociaux, encore plus sages, encore plus capables d'évoluer dans une société. Ils vont être capables de mieux comprendre dans quelle direction une société doit aller. Parce que maintenant, on peut se poser beaucoup de questions, mais qu'est-ce qu'on fait? Dans quelle société on vit? Qu'est-ce qui va se passer? D'anticiper les choses. Donc ça, ce cerveau-là, il est capable de traiter beaucoup, beaucoup de données et de dire quelles sont les priorités. Quelles sont les priorités dans ma vie? Quelles sont les priorités pour ma famille? Quelles sont les priorités qu'on doit donner à la société dans laquelle on vit? Quelle contribution on peut faire? Voilà, et on ne peut pas tout faire. On peut faire à notre échelle. Ça, c'est l'avantage. Ça donne des gens de nous raisonnables, respectueux, qui ont cette capacité de détachement par rapport à certaines difficultés émotionnelles qu'on peut avoir avec nos enfants, dans nos couples, dans notre travail. C'est quoi le désavantage? Je vous ai dit, est-ce qu'un enfant qui naît, il peut directement dire, ben voilà, c'est vrai, ben je vais directement être sage, directement être respectueux, voilà. Non. Est-ce que vous avez déjà vu des jeunes de 20 ans? Est-ce que des gens de 20 ans, vous avez déjà constaté leur capacité de maturité? Tous ceux qui ici ont plus que 40 ans, est-ce qu'ils ont l'impression que les gens de 20 ans, ils ont toutes les facultés déjà mises en place? Non. Les gens ici hochent la tête. Et donc moi, effectivement, je comprends que ce processus de maturation, il est terriblement long. C'est ça le défaut. C'est long, c'est long, c'est long. C'est pas qu'on met un noyau dans le sol et puis le lendemain on a l'arbre. C'est pas qu'on met un cerveau au monde et puis il est déjà capable de fonctionner dans son intégralité. Donc c'est long, ça met des décennies jusqu'à ce que quelqu'un soit capable de se réfréner, jusqu'à ce que quelqu'un soit capable d'être une bonne personne. Ce froid, vous voyez, ça permet ça. Ça nous permet de lutter contre certaines de nos peurs, ça permet de lutter contre certaines de nos douleurs. Et cet apprentissage de la lutte intérieure, ça nous renforce. Alors ça ne suffit pas. Je vous ai dit, ceux qui étaient là au début, le froid, ça ne suffit largement pas. Mais ce qui améliore quand même la dynamique de ce que vous faites quand vous baignez dans ces gouilles, c'est que vous y allez rarement tout seul. Et le fait d'y aller tout seul, ça confère un avantage de nouveau, l'avantage d'être en groupe.
Parce que le désavantage, je vous disais, c'est que dans un milieu pas favorisé, dans un milieu où on est entouré de gens difficiles, de gens compliqués, de gens peu développés, ça ne va pas bien se développer. C'est-à-dire que si vous allez avec des gens qui ont cette capacité, ces gens qui sont capables de dire mais laisse tomber, ou bien tu vois, profite déjà de ce que tu as, ou vis le jour, ou vis le moment présent, toutes ces choses vont nourrir ce néocortex et vont faire qu'il va se développer. Alors la vulnérabilité que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, il est tributaire de l'entourage. Si vous êtes avec un mari toxique ou un compagnon toxique, eh bien, il va plutôt vous tirer vers le bas. Si vous êtes un compagnon qui est plutôt élevé, je vois quelqu'un ici, ça va vous tirer vers le haut. Voilà. Donc c'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est qu'on soit ici non seulement pour apprendre un peu de neurologie, mais finalement à bien s'entourer. Dans toutes ces vidéos qu'on voit sur le développement personnel où ils disent en 2 mots fuyez les personnes toxiques, bon, c'est un peu simplet, mais finalement c'est ça à quoi on doit un peu arriver. Tous les gens qui vraiment nous polluent l'existence, nous alourdissent nos vies, ben voilà, il faut gentiment ne plus répondre au téléphone ou répondre moins aux invitations. Puis voilà, au bout d'un moment, peut-être que le lien va se défaire. Et puis on va pouvoir recréer des nouvelles connexions avec d'autres personnes. Je suis tellement content parce que le groupe que j'avais créé à l'époque, en 2019, ben, il a connu voilà, son heure de gloire au tout début, puis après il est parti un peu en quenouille. Et puis maintenant il est un peu en train de renaître. Il y a des gens qui ont créé des groupes de leur côté, chacun, et qui vont, avec leur petite guilde, leurs compagnons, aller se baigner ensemble. Et ça donne des dynamiques que je vois qui sont vraiment extraordinaires. Voilà, on s'invite spontanément, où est-ce que tu vas te baigner, voilà. Et je suis très content de la tournure que ça ait prise. Alors pour dire vrai, moi vous ne me voyez plus dans ces baignades, vous ne me voyez plus aux gouilles, parce que la vie m'a amené un peu ailleurs, donc j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Donc je pense que je suis quand même légitime de parler de l'eau froide, parce que j'ai vécu ça, mais c'est vrai que je ne le pratique plus, parce que la vie m'a amené un peu ailleurs, parce que justement moi aussi je suis à la recherche de cet équilibre, je suis à la recherche de ça. Et voilà, donc je crois que j'ai fini. Reptile, limbique, néocortex, c'est ça que j'encourage tout le monde à savoir travailler en équilibre, toutes ces fonctions, de savoir bien utiliser son reptile, on en a besoin, il nous fait respirer, il nous fait digérer, il nous fait pousser les cheveux, il nous fait cicatriser la peau et les os, il nous prolonge la vie de nos neurones. Lui, il nous rend sympa, hein, on est des gens gentils, généreux, honnêtes. Et puis lui, il fait des gens de nous sages, créatifs, raisonnables, et puis qui savons dire non parfois. Et je le dis encore, je suis désolé, comme je suis un peu fatigué, là j'ai oublié un petit détail aussi. Le désavantage de celui-ci, c'est outre qu'il est long, outre qu'il a besoin de personnes pour se développer, il est particulièrement fragile. Il est fragile au choc, hein, quand on tape la tête, c'est lui qui part en premier, hein, parce qu'il est en surface. Donc les TCC, voilà, ça dézingue toutes ces parties du néocortex malheureusement, puis ça s'associe à des problèmes comportementaux, parce que justement le reptile reprend de la force. Donc vous verrez dans ces structures de neuroréhabilitation, ou bien dans des structures où il y a des personnes qui n'ont plus de néocortex à cause aussi d'autres maladies, eh bien vous allez voir qu'ils ont des problèmes comportementaux de type reptilien, très souvent. Donc les fragiles. Et puis une autre chose que je voulais dire encore qui était importante, c'est qu'ils mangent beaucoup d'énergie. Voilà. Et le soir, voilà, c'est le soir, je suis un peu fatigué, donc on mémorise moins bien, il consomme beaucoup d'énergie, donc on n'arrive pas toujours à l'employer tout à fait comme on voudrait. Voilà, parce que comme il y a un gros volume, si vous regardez, c'est tridimensionnel, eh bien, le reptile ici, vous voyez, il prend un tout petit volume. Donc pour faire fonctionner la colère, le sexe, l'argent et tout ça, il n'y a pas besoin de grand-chose. Pour faire fonctionner le néocortex, la sagesse et la raison, il faut vraiment beaucoup de substrat énergétique, il faut beaucoup de mettre d'oxygène, il faut beaucoup de sang, donc ça consomme de manière phénoménale. Hein. Ça consomme à peu près 25% de l'énergie globale du corps, juste cette partie-là. Voilà, alors je crois qu'avec ce que je voulais dire, c'est fini. Je vous remercie beaucoup. Pour ceux qui sont là, je peux vous laisser quelques questions à poser, mais voilà, ce sera ce qu'on peut avec l'énergie que j'ai.
qui me reste. Mais en tout cas, merci beaucoup de votre présence et peut-être à la prochaine si ça vous a plu. Merci.